Et bien le bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de l'industrie horlogère, l'une des plus anciennes et prestigieuses firmes, fondée en Suisse voilà bientôt 2 siècles, Patek Philippe. L'une des plus fines marques que l'on puisse trouver à ce jour, dont la finition et le détail de ses montres sont selon moi plus proches de l'art que de l'industrie globale et grossière qu'a pu devenir le secteur des montres avec l'arrivée du quartz et des grands groupes d'actionnaires qui ne pensent qu'au profit. Dans cette vidéo, il s'agit d'une présentation d'ensemble de la marque à travers son histoire d'hier à aujourd'hui. Car quand on évoque Patek, on pense instinctivement à l'iconique Nautilus. Mais pas que. C'est donc ce que nous allons voir. C'est parti. À l'origine fondée à Genève en 1839 par Antoine Norbert de Patek et François Sapec. Et oui, car c'est qu'en 1844 que Patek rencontra l'ingénieur français Jean-Adrien Philippe, qui remplaça son ex-associé suite à plusieurs désaccords. Celui-ci fondera alors sa propre marque par la suite. C'est en 1845 que la maison Patek Zapec est dissoute et que Patek Philippe ainsi qu'un certain Vincent Gostowski fonde à Genève la société Patek Essie, qui sera renommée en 1851 en Patek Philippe Essie. En 1877, c'est la mort de Patek et en 1894 la mort de Philippe. La marque fut reprise par la famille Stern en 1932, qui est toujours la propriétaire de la marque. Voilà donc pour l'histoire de ses fondateurs. Patek Philippe est spécialisé dans l'horlogerie de très haute qualité, mettant de côté le secteur industriel à grande échelle, ce qui explique que la firme est l'une des rares à avoir archivé toutes les coordonnées de tous ses clients depuis le début de son activité. Et ce qui explique le slogan « Jamais vous ne posséderez complètement une Patek Philippe, vous en serez juste le gardien pour les générations futures ». Au-delà du produit, ce sont donc des histoires ainsi que des émotions qui se perpétuent et se lèguent de génération en génération, d'anciens à descendants, et d'où vient certainement cette mythologie de la montre du grand-père. C'est ce qui constitue une partie de la force de Patek, mais ce n'est pas tout. Elle a aussi apporté de nombreuses innovations, telles que le mécanisme du quantième perpétuel, le double chronographe, la montre bracelet pour femmes, ou encore les montres à remontoir, donc plus facile à remonter. En 1925, la maison Patek Philippe reçoit la commande d'un banquier new-yorkais souhaitant posséder la montre la plus compliquée du monde. Après 8 ans de travail, dont 3 années de recherche et développement pour 5 années de réalisation, les horlogers de la manufacture présentent la montre de poche Henry Grave Super Complication, du nom du banquier, qui restera pendant près d'un demi-siècle la montre la plus compliquée au monde grâce à ses 24 complications horlogères. Mais alors qui a pu battre cette montre en termes de complexité? Patek Philippe, encore et toujours. Car pour fêter ses 150 ans d'existence, Patek Philippe a fabriqué en 1989 la montre la plus compliquée du monde. Le calibre 89 doté de 33 complications, ainsi que du poinçon de Genève. Et la durée totale de ce projet fut de 9 ans, dont 5 de recherche cette fois-ci pour 4 seulement de réalisation. Et le calibre est composé de 1728 pièces, c'est énorme, pour un poids total de 1100 grammes. Mais ce dernier record fut battu en 2015 par la marque Vacheron Constantin cette fois-ci, qui présentait la référence 57-260, qui porte à l'heure actuelle donc le titre de la montre la plus compliquée du monde, avec un total de 57 complications. À ce niveau-là, je sais même pas ce que ça affiche, mais connaissant Patek, je pense qu'il table déjà sur une montre toujours plus compliquée. Et à ce niveau-là, c'est vraiment de la folie horlogère. Ça doit être leur service de maintenance qui doit être content pendant les révisions. D'ailleurs, il est intéressant de savoir qu'en plus des révisions et des réparations, le service après-vente effectue aussi de la restauration, tant que le produit existe. Mais alors la question que je me pose, c'est de savoir qu'est-ce qu'il se passe si l'on va chez Patek avec un modèle centenaire. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Voilà pour une présentation générale de la marque, maintenant passons au modèle emblématique de cette dernière. La marque les répartit en plusieurs gammes, qui se déclinent elles-mêmes en plusieurs versions. Il y a des gammes complications et grandes complications qui sont l'essence même de Patek, où tout le savoir-faire de la marque y est concentré, et c'est ce qui me faisait précédemment dire que nous étions plus proches de l'art de par ce travail d'exception que de l'industrie générale actuelle.
Vient ensuite la gamme Gondolo, dans un style plus art déco, avec des boîtiers rectangulaires, tonneaux ou coussins, qui sont orientés pour un marché plus féminin, bien que certains modèles soient mixtes. Dans ce même registre, on peut aussi apercevoir la gamme Ellipse d'or, introduite en 1968 avec un design classique, et la gamme 24, créée en 1999, destinée à une clientèle moderne, jeune, active, conçue pour accompagner les femmes durant tous les instants de leur vie. Dixit, le site officiel Patek, qui propose toujours des montres de poche d'ailleurs. Ensuite vient l'intemporel Calatrava, dont le nom coïncide avec le logo de la marque avec la croix de Malte, qui fut à l'origine utilisée par un ordre militaire espagnol du temps des Templiers. Avec son esthétique épurée, la Calatrava s'est imposée depuis les années 30 par son design comme l'icône de la montre bracelet ronde. C'est l'un des symboles du style Patek Philippe, signe de l'élégance, de finesse et d'extrême sobriété. Nous allons passer à un modèle sport chic maintenant, et je pense que vous l'attendiez depuis le début. Donc sorti à la fin 70 et designé par Gérald Renta, qui a lui-même designé la Royal Oak de chez Audemars Piguet, j'ai nommé la Patek Philippe Nautilus. Un des plus gros succès de la firme, car une des plus demandées de par son design. C'est une montre qui a une lunette octogonale avec des angles relativement doux. De plus, le boîtier est inspiré d'un hublot doux Nautilus. Et elle a également un cadran avec un relief horizontal frappé. Grâce à son succès, elle a été déclinée en version phase lune, réserve de marche, date, puis chronographe, quantième annuel, double fuseau horaire, bref. Elle inspirera même un autre modèle qui sortira dans les années 90, l'Aquanaut, qui se distingue par son cadran dit télévision, car plus arrondi que le hublot de la Nautilus, un modèle de gamme sport que l'on trouve plus souvent sur bracelet dit tropical, façonné dans une nouvelle matière composite, étanche et ultra résistante à la traction, tout comme aux ultraviolets. Avec un design jeune, moderne mais toujours aussi fin. En parlant de fin, nous y arrivons. J'espère que la vidéo vous a plu. Nous avons survolé les grandes lignes de la marque, mais on y reviendra plus en détail par la suite. S'il y a des remarques constructives à faire, n'hésitez pas à me les poster en commentaire. Vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je pense que la prochaine traitera d'Audemars Piguet, si ça vous intéresse. Pour me donner un coup de main, vous pouvez liker celle-ci afin qu'elle ait plus de visibilité. C'est important dans le sens où elle favorisera la qualité et la régularité de mes prochaines vidéos, tout en améliorant la visibilité de celle-ci. D'ailleurs, vous pouvez partager sur les réseaux auprès de vos amis amateurs de montres et collectionneurs. Si vous êtes sur Instagram, ça tombe bien, moi aussi, vous pouvez jeter un coup d'œil. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.